Le copywriting, il a changé. Le marché du copywriting, il a changé. C'est un truc que tu as peut-être vu, c'est un truc que tout le monde répète à longueur de journée, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chamboulements. On parle évidemment d'IA, d'intelligence artificielle, donc ChatGPT, Claude, plein d'outils capables d'écrire des textes très vite, gratuitement. On parle évidemment de la concurrence avec de plus en plus de freelances qui se lancent chaque année sur le marché. On parle également du client plus exigeant, des clients qui vont attendre davantage des freelances, ce qui rajoute une pression supplémentaire sur les freelances. On a également des nouvelles plateformes, des nouvelles stratégies, des nouveaux outils qui émergent en permanence. Bref, tout ça, ça crée un climat où beaucoup de débutants ont peur, à juste titre, hein, évidemment. Ça crée un climat de chamboulement permanent et on a l'impression que ça y est, le marché du copywriting a changé, que c'est plus comme avant, que c'était plus simple avant, que c'était plus facile de se faire une place, de trouver des clients et d'être rentable, et que ça ne va faire qu'en s'empirant. Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager mon point de vue. Il y a des choses qui sont justes, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont fausses, et je vais t'expliquer pourquoi. Mon avis, c'est que déjà, oui, il y a des évolutions. Évidemment qu'il y a des évolutions. Moi, je suis dans le marché du copywriting, de l'écriture, de la création de contenu depuis 2016-2017. Donc ça fera bientôt 10 ans. Et j'ai vu beaucoup de choses. Et ce qui me frappe quand je me retourne sur mon parcours, c'est que tout a changé. Les plateformes, les outils, les stratégies. Mais en même temps, rien n'a changé. Les fondamentaux sont restés absolument les mêmes. Et en fait, on fait exactement la même chose qu'en 2017. Les stratégies restent les mêmes. Et l'élément fondamental qui est j'aide des entreprises à trouver des clients via du contenu n'a absolument pas changé. En 2017, on parlait déjà de l'importance d'avoir une newsletter, on parlait déjà des réseaux sociaux, des réseaux avec des algorithmes pour se faire découvrir. On avait déjà cette dichotomie entre je crée du contenu pensé pour me faire découvrir et je vais créer du contenu pensé pour aller créer un lien avec mes prospects. Tout ça, on en parlait déjà, on en parle aujourd'hui et on en parlera encore dans 10 ans. Parce que en fait, les fondamentaux restent exactement les mêmes. Je vais t'expliquer quels sont les fondamentaux dans un instant. Et en fait, ils ne changeront pas. Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant de se rappeler que en tant que copywriter, créateur de contenu, rédacteur, ghostwriter, on appelle ça comme on veut, c'est plein de termes pour désigner la même chose. Et c'est plein de termes, c'est plein de métiers qui servent un besoin qui est intemporel, à savoir j'aide les boîtes, j'aide mes clients à être visibles et à trouver des clients. Toutes les boîtes du monde ont besoin d'être visibles. Toutes les boîtes du monde ont besoin de trouver des clients. Et toi, en tant que copywriter, en tant que rédacteur freelance, peu importe le sous-métier que tu as, c'est ce que tu fais. Et ça, c'est pas prêt de disparaître en fait. C'était là il y a 10 ans et ce sera encore là il y a 10 ans. Et ce qui est intéressant au-delà de ça, c'est que le métier, enfin le type d'activité qu'on a, c'est de la prestation de service. C'est-à-dire que je délivre un service et je me fais payer en échange. Et les règles de la prestation de service, là encore, elles sont là depuis des centaines d'années, peut-être même des milliers d'années, et elles ne sont pas prêtes de changer en fait. Et pour réussir ce type de business, il n'y a pas de secret. Je t'ai mis à l'écran quelques points qui, moi, me semblent fondamentaux et qui sont fondamentaux pour réussir aujourd'hui sur le marché, mais qui étaient déjà fondamentaux il y a 10 ans. Le point numéro 1, pareil, ça va sembler être une évidence, mais c'est il te faut une offre pensée pour résoudre un problème en apportant une solution et pour une cible spécifique. Moi, je vois trop de freelance sur le marché. Aujourd'hui, quand je leur parle, ils ont une vague idée du problème qu'ils résolvent pour leurs clients. Et écrire un article ou écrire un post LinkedIn, ce n'est pas résoudre un problème. Ça, c'est juste factuellement ce que tu fais. Donc, ils ne comprennent pas fondamentalement le problème qu'ils résolvent et ils n'ont aucune idée de qui est leur cible. Ils n'ont aucun positionnement. La base de l'entrepreneuriat, la base de toute activité, c'est de se dire, tiens, je vais servir cette population, je vais servir cette cible. Parce que j'ai une appétence, parce qu'elle me parle, parce que je la comprends, parce que je la maîtrise. Bref, il y a plein d'explications, mais c'est faire un choix. Et je vois trop de freelances qui ne font pas ce choix, qui sont entre les deux, qui servent un peu tout le monde, et donc forcément, ils ne servent personne. Le point numéro 2 pour un business de service, et ça c'est valable encore une fois absolument partout, c'est
proposer un service de qualité et développer des compétences profondes. Si tu veux que des clients payent pour tes services, eh bien, il faut que tes services, non seulement en termes de qualité, mais aussi en termes de valeur perçue, ils te donnent envie et justifient un paiement. Je vois là encore beaucoup de freelances qui restent bloqués dans des prestations trop basiques, trop bas de gamme, comme si on était encore en 2017. Là-dessus, effectivement, il y a une vraie évolution. Et donc toutes les prestations qui constituent le bas du marché des services d'écriture, typiquement hein, le plus évident c'est l'article SEO. Je fais un article avec du bourrage du mot-clé SEO en faisant juste une synthèse pas du tout créative, pas du tout originale de ce que je vois en ligne. Ça, une IA aujourd'hui le fait 10 fois mieux, moins cher, plus rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui c'est l'IA qui le fait. Ces gens-là, ils sont en concurrence avec l'IA. Il y a 5 ans, ils étaient en concurrence avec des rédacteurs sous-payés en Afrique ou au Madagascar. Ces gens-là, de toute façon, si tu proposes uniquement de l'article SEO, il y a 5 ans tu galérais, aujourd'hui tu galères encore. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Et la voie pour sortir de ça, c'est comme toujours par le haut. C'est en allant développer des compétences plus pointues, plus profondes, plus spécifiques, plus travaillées. C'est de monter en gamme en fait. Hein. C'est comme dans l'économie mondiale, les pays, pour sortir de leurs conditions, il faut qu'ils montent en gamme dans la chaîne de valeur. C'est exactement pareil pour toi en tant que freelance. Et ça devient important à l'ère de l'IA où si tu produis uniquement du contenu générique, vite fait, bien fait, ça ne marchera plus. Le point numéro 3, c'est avoir à cœur de retirer de la charge mentale à son client. Pareil, là aussi, un client, globalement, il y a plusieurs raisons qui expliquent qu'il va faire appel à vous, faire appel à toi en tant que freelance. Déjà parce qu'il n'a peut-être pas les compétences en interne, d'où le point précédent sur le besoin d'avoir des compétences profondes, ou peut-être qu'il a les compétences, peut-être qu'il sait faire, mais il n'a juste pas envie de le gérer. Il n'a juste pas envie d'avoir la charge mentale en interne à devoir gérer une équipe qui va payer avec des salaires, avec un CDI, là-dessus. Et donc, il veut quelqu'un de pro, extérieur, à qui il va pouvoir confier ce chantier. Et donc, toi, à la fois dans comment tu te présentes, comment tu communiques en ligne, comment tu interagis, les signaux que tu renvoies à ton prospect lors des appels, lors des échanges que tu as avec lui, il faut que tu montres que tu as à cœur de lui retirer de la charge mentale et de lui simplifier la vie. Point numéro 4, j'ai mis tous les points très importants avec un petit emoji couronne. Le point numéro 4, c'est posséder un canal d'acquisition solide et proactif. C'est-à-dire que si aujourd'hui, en 2025, 2026, dans les années à venir, tu comptes uniquement sur les plateformes de freelancing, la chance ou le bouche à oreille pour trouver des clients, ça risque d'être compliqué. Alors, il y en a pour qui ça fonctionne encore, mais ça risque d'être compliqué. Et là encore, on parle d'un intemporel, on parle d'un fondamental de tous les business. Tous les business du monde, peu importe le type d'activité, reposent sur leurs efforts commerciaux. Alors parfois, souvent, ils ont des vendeurs, ils ont des équipes de commerciaux, mais en tout cas, ils sont proactifs. Ils font un effort de vente, de prospection pour aller chercher des clients. Et je vois trop de clients, je vois trop de freelances qui ne font pas ce travail-là, qui ne font pas ce travail pour aller chercher des clients. Et ça, c'est un problème. Et donc là-dessus, pas de secret. Soit tu crées du contenu, ça prend un peu de temps, mais tu crées du contenu qui va attirer des prospects à toi. Soit tu fais toi-même de la prospection, ce qui est un levier que je recommande souvent, qui est utile à court terme. Soit tu travailles très intentionnellement ton réseau. Et c'est l'une des 3 options. Et donc, quoi qu'il en soit, tu as besoin d'avoir un moyen à peu près stable qui fonctionne pour trouver des clients. Tu as besoin de te dire, bah tiens, si cette semaine, je mets 5 heures de prospection, je suis à peu près sûr que ça va me générer une opportunité. Tant que tu n'as pas ça, le reste est à risque. Et je vois trop de freelances qui n'ont pas ça. Point numéro 5, avoir une appétence business. Ça, pareil, c'est super important. Il faut avoir envie de faire du business. Quand tu es freelance, tu es entrepreneur. Qui dit entrepreneur dit tu pilotes ta barque. Ça vient avec plein d'avantages. Liberté, flexibilité, responsabilité, choix de ce que tu fais, de tes clients, etc. Tout ça, c'est absolument génial. Choix, liberté géographique, ça, c'est génial. Par contre, évidemment que ça vient avec un revers de la médaille. Évidemment que pour réussir à stabiliser un business là-dedans, il faut mettre en face des efforts, de l'énergie. Et ici, il y a un vrai truc, c'est il faut avoir envie
de jouer au jeu du business. Moi, je vois trop de freelances qui ont moyennement envie de jouer au jeu du business. Ah, aller chercher des clients, ah, c'est compliqué, j'ai pas trop envie de me mouiller, j'ai pas trop envie de me retrousser les manches. Compliqué, trop compliqué. Il faut avoir envie de bosser avec des clients, il faut avoir envie, et c'est un jeu, alors c'est un jeu qui n'est pas naturel pour personne, et surtout pas pour moi, mais c'est un jeu ça devient une compétence, et ça devient plaisant. Il faut avoir envie de parler à des prospects. Il faut avoir envie de comprendre quel est le message qui va les faire résonner. Il faut avoir envie, il faut le voir comme un jeu, en se disant, bah tiens, ce prospect ne me connaît pas, comment est-ce que je peux aller mettre en avant le bon message, mettre le doigt sur le bon problème avec la bonne solution pour qu'il se passe un truc et pour faire du business et pour le signer. Ça, il faut avoir envie de le faire. Encore une fois, peut-être qu'on ne sait pas encore le faire, et ça c'est 100% ok. Par contre, il faut avoir l'envie d'apprendre, il faut avoir la détermination et il faut avoir la bave aux lèvres pour que ça marche. Je vois trop de freelances pareil qui se laissent porter et qui se disent ouais c'est bon, je vais écrire pour des clients, ils me trouveront sur des plateformes de freelancing et je ne m'emmerderai pas avec la partie commerciale. Non, ça ne marche pas ça ne marche pas. Point numéro 6, être agile et ne pas hésiter à itérer jusqu'à trouver la bonne solution. Moi je le répète souvent aussi dans mes contenus, mais entreprendre ça peut se résumer à une équation très simple. Je fais une hypothèse, c'est-à-dire que j'imagine que ça a marché. Je me mets très vite en mouvement pour tester l'hypothèse et je tire des conclusions. C'est impossible de trouver la bonne formule du premier coup. C'est impossible que la première version du business que vous lancez va fonctionner. C'est impossible que vos premiers contenus en ligne fonctionnent. Tout n'est qu'itération jusqu'à trouver la bonne formule. Tout est test, amélioration incrémentale, amélioration continue jusqu'à ce que ça marche. Et ça demande déjà, encore une fois, d'être motivé, de l'approcher comme un jeu, d'être déterminé et surtout de ne pas avoir d'ego. D'approcher ça avec l'humilité, de se dire « je ne sais pas, je ne comprends pas comment ça marche. Par contre, je vais faire des choses et je vais petit à petit me rapprocher de la bonne solution. » Et comprendre que quand une approche ne marche pas, ce n'est pas toi qui es en cause, ce n'est pas toi personnellement qui est remis en question, mais c'est plutôt ce que tu as essayé, ce que tu as testé à l'instant T. Okay. Et le point numéro 7, être focus pour répéter les actions qui comptent avec assez d'intensité, assez longtemps. Ce que j'appelle le boring work. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, dans le freelancing, on imagine que toutes les journées vont être ultra sexy, je vais signer des clients, je vais encaisser du chiffre d'affaires, ça va être génial, je vais être libre, je vais être machin. Oui, il y a des jours comme ça, il y a des jours où, ok, c'est trop bien, on est stimulé, ça se passe trop bien. Mais ça représente 5% du temps. Les 95% du temps, c'est des journées où tu es seul, chez toi, dans le calme, devant ton ordi, et tu bosses. Soit tu écris les textes que tu as vendus, soit tu t'arraches les cheveux à faire de la prospection, soit tu fais ta création de contenu, tu te formes. Mais bref, ce n'est pas des jours sexy. C'est des jours où tu es seul, chez toi, à faire le travail profond que tu dois faire. Et ça, c'est ce que moi j'appelle le boring work. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que 95% du temps, c'est ça en fait. Si tu veux la liberté, la flexibilité, bosser avec qui tu veux, quand tu veux, être payé pour ça, hein, tout ça c'est alléchant comme gâteau. Ben ça vient avec l'autre côté de la pièce qui est répéter le boring work tous les jours. Et c'est pas juste je le fais 3 mois et après c'est bon. C'est tout le temps en fait. Moi ça fait depuis 2020 que j'entreprends, donc je suis à ma 6e année d'entrepreneuriat. J'ai appris à aimer le boring work. Je prends du plaisir maintenant. Au début c'est compliqué. Mais je prends du plaisir dans la discipline, dans la régularité, dans le fait de savoir, dans le fait de faire ce que je sais devoir faire. Et mes journées, elles ne sont pas sexy. Je me lève le matin, j'écris mon post LinkedIn, je fais mon script de vidéo YouTube, je tourne ma vidéo, je monte ma vidéo, je délivre mes accompagnements, j'accompagne mes élèves. Et c'est juste ça tous les jours en fait. Et donc il faut être prêt à le faire. Il faut être prêt à le répéter. Et d'ailleurs, tout ça, les 7 points que je viens de citer, je les centre précisément sur un business d'écriture en ligne, donc de copywriting, de rédaction. Mais ça s'applique peu importe le type de métier ou d'activité que tu vas avoir. Okay. Que tu fasses du dev, de la gestion de projet, de l'événementiel, du design, il faudra faire tout ça. Il n'y a pas un métier où c'est facile, où c'est rapide et tout le monde te paye. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est justement parce que c'est difficile, tout ça, ce que je viens de citer, qu'il y a autant de gens qui jettent l'éponge et qui ne sont pas sérieux. C'est parce que c'est difficile que justement tu vas être payé et tu peux être payé cher pour ça. Parce que toi,
tu fais ces trucs-là. Donc vraiment, c'est super important. Et ça, tout ce que je viens de citer, c'était déjà ce qu'il fallait faire en 2017. C'était déjà ce que les meilleurs faisaient en 2017. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, 2025-2026, et ce sera encore le cas en 2030. Ça ne changera pas. Et sauf que, ce que je le vois, hein, c'est que les freelances, déjà, ils ne sont pas sérieux sur ces points-là. Et surtout, ils se trouvent plein d'excuses, plein de distractions pour ne pas faire ces choses-là. Et j'aimerais terminer par une note encore positive par rapport aux évolutions que j'ai citées tout à l'heure, donc liées à la concurrence, sur les bonnes nouvelles du marché et sur pourquoi aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut penser, c'est une bonne période pour être freelance. Déjà parce que sur tout ce qui est compétences en copywriting, en création de contenu, en rédaction, en ghostwriting, le marché il est hyper mature. Ou en tout cas, il l'était beaucoup plus qu'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ça émergeait. Aujourd'hui, de plus en plus de boîtes sont conscientes de l'importance de créer du contenu, d'être visible en ligne, de se montrer et de ne pas uniquement faire des choses en sous-marin. De plus en plus de boîtes sont conscientes de l'importance d'humaniser ce qu'elles font. Alors, ça veut dire que, malgré tout, hein, il y a plein de boîtes qui ne le comprennent pas. Mais c'est fine, ce ne sera pas nos clients, ce ne sera pas tes clients. Par contre, il y a plein de boîtes qui le comprennent. Et c'est eux qu'il faut essayer de cibler. Donc ça, c'est beaucoup plus facile. Il vaut mieux être sur un marché que tout le monde connaît et qui prend de l'ampleur. Et par rapport à l'IA fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'improvisent expertes. Il y a de plus en plus d'apprentis copywriters dopés à l'IA. Sauf que l'IA, c'est pas magique. L'IA, il faut la diriger. Il faut comprendre quoi lui donner. Il faut la prompter. Il faut interpréter ses résultats, il faut mettre du style, mettre du goût par-dessus et il faut adapter tout ça au contexte spécifique du client. C'est pas du tout, j'appuie sur un bouton et c'est fini. Hein. Au contraire, l'IA relève encore le niveau de la barre. Et plus il y a de touristes, plus il y a d'apprentis experts qui s'improvisent sur le marché, plus il y a besoin de compétences. Et plus les personnes qui font bien les choses sortent du lot. Je le vois tout le temps. J'ai eu une discussion avec une freelance il n'y a pas très longtemps qui me disait « Valentin, LinkedIn, je trouve ça nul. Je vois trop de posts à l'IA. Ça me décourage. » Je lui disais « Mais c'est une excellente nouvelle. Si tu trouves qu'il y a plein de posts nuls, ça veut dire qu'il y a une place énorme à prendre pour les gens qui vont faire des bons posts. » Et je le vois tout le temps. Plus on va être submergé par du contenu merdique, moyen, mauvais, plus les personnes qui vont bien faire les choses vont sortir du lot. C'était déjà le cas il y a 5 ans, ça sera d'autant plus le cas maintenant, avec les années qui viennent. Et dernier point, il faut surtout bien avoir en tête que l'IA, c'est un moyen de delivery. C'est-à-dire que l'IA, c'est pas, le client n'achète pas une prestation IA. Le client, il achète une solution à un problème. Tu n'es pas visible, par exemple, imaginons qu'il va acheter du ghostwriting LinkedIn. Comment toi tu délivres du ghostwriting LinkedIn, c'est toi que ça regarde. Si tu veux utiliser l'IA, tant mieux. Si tu ne veux pas l'utiliser, c'est pas grave. Mais c'est à toi de te demander, ok, dans mes process, dans mon travail, est-ce que je veux utiliser l'IA ou pas? Évidemment, je recommande de l'utiliser. Hein. Moi, ce que je vois sur le marché, c'est que l'IA permet aux gens de vendre plus de prestations, d'être plus efficaces et de facturer plus de chiffre d'affaires. Tu peux aussi décider de travailler moins. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, l'IA, c'est un outil au service du freelance pour lui permettre de mieux faire son travail. Ok? Donc là-dessus, pareil, moi ce que je recommande, c'est de l'intégrer dans ses workflows, dans ses process, pour progressivement gagner en efficacité, gagner en pertinence et gagner en rapidité. Donc au contraire, l'IA, c'est même une opportunité pour celles et ceux qui font bien les choses. Moi ce que je dis, c'est que l'IA sublime les compétences. Voilà pour ma réaction sur le copywriting, il a changé. J'aimerais terminer par un petit message, hein, c'est que aucun homme ne marche 2 fois dans la même rivière. Tout change, rien n'est figé, rien n'est permanent. Et au contraire, on arrive dans une époque où tout va aller de plus en plus vite. Il y a 2 options par rapport à ça, 2 attitudes. Attitude numéro 1, j'essaie de résister, de me protéger, d'être sur la défensive. Et là, on est sûr d'être balayé parce qu'on ne sera pas agile, on ne sera pas flexible. Attitude numéro 2, je vais avec le flow. Je reste en mouvement, je reste jeune, je reste constamment en apprentissage. Je fais l'effort actif de suivre le courant. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer ce qu'on fait tous les 4 matins, mais ça veut dire qu'il faut rester jeune dans sa tête. Il faut garder 2 ans d'âge mental. Il faut continuer
à aller avec le mouvement et comprendre que tout n'est que réinvention permanente. Moi, quand je disais, je suis frappé par ce truc de tout a changé et en même temps rien n'a changé. Ce que je fais depuis bientôt 10 ans, les fondamentaux sont les mêmes, je fais à peu près les mêmes choses, mais malgré tout, chaque année je me réinvente et chaque année je fais différemment. Et sur le coup, ça peut faire peur, mais au final, c'est hyper stimulant, c'est hyper enrichissant. C'est pour ça qu'on fait les choses et je pense que les gens qui gardent ce mindset, qui restent en mouvement, qui restent actifs, c'est ceux qui vont être récompensés et qui vont rester pertinents. Et c'est ce que je te recommande. Si jamais tu veux aller plus loin et creuser les points que je viens de préciser ici sur le type de business et ce qu'il faut faire pour réussir, j'ai une masterclass sur les 3 piliers des freelances à succès. Je te la mets en description. Je réponds notamment à une question qui est pourquoi est-ce que certains freelances tapent le plafond de la micro-entreprise et dépassent les 70 000, 80 000 euros de chiffre d'affaires annuel, tandis que d'autres galèrent et se payent même pas le SMIC. Tu as des éléments de réponse ici. Je creuse tout ça dans la masterclass. Tu as le lien en description. Merci en tout cas. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et j'espère que si tu as des questions, mets-les-moi en description.